là, vraiment, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon. Sachez que les notions sont un peu lourdes et je suis par avance désolée du côté peut-être un petit peu indigeste parfois de certains sujets. Pour ceux qui vont pouvoir, et je l'espère tous ce matin, participer aux 3 jours, on va approfondir ces notions, on va faire des exemples d'application, on va surtout les adapter à votre situation pour que vous puissiez vraiment intégrer et maîtriser en tout cas ces fondamentaux qu'on va voir aujourd'hui peut-être de manière un petit peu lapidaire parce qu'on a peu de temps, mais c'était aussi pour que vous ayez la vision globale en tout cas du monde du mécénat tel qu'il est aujourd'hui en France, des atouts qu'il a et puis des points de vigilance qu'il faut avoir. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir accéder au PowerPoint que je vous remettrai à l'issue de cette réunion. Je vais essayer de tenir un timing de 45 minutes pour essayer de laisser place justement à des échanges, à des questionnements. Les questionnements, pour être efficace et que chacun s'y retrouve, on va essayer de les faire de manière générique pour ne pas répondre à des questions particulières, même si je sais qu'on ne peut pas faire autrement. Mais au contraire, je sais que là, on a beaucoup d'illustrations des points de vigilance qu'on peut avoir sur certaines questions. Alors, je vais partager mon écran. Si ça va bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Très bien. Peut-être qu'on peut couper les micros si vous le souhaitez, comme ça je ne s'interfère pas sur... Vu qu'ils veulent couper la caméra, ça ne me dérange pas non plus. Du coup, en fait, aujourd'hui, on a parlé, on a souhaité volontairement ne pas mettre le mot mécénat, et vous allez un petit peu comprendre pourquoi. Dans cette matinale, on a vraiment nommé ce sujet nouveau partenariat association-entreprise. Comme l'a dit Masser tout à l'heure, c'était vraiment l'idée de créer en fait des nouvelles synergies entre vos deux actions. Donc, au niveau de la présentation, nous avons déjà fait un tour de table et l'objectif, comme je vous l'ai déjà rappelé, c'est vraiment de connaître l'environnement du mécénat d'entreprise tel qu'on l'a aujourd'hui en France. Dans les grandes lignes, on a 2 parties. La première partie, c'est vraiment les aspects théoriques, à savoir quel est le cadre et la définition éthique et juridique, les règles du jeu du mécénat, comment on peut être éligible, quels sont les dispositifs fiscaux, quelles sont les notions de contrepartie qu'on va pouvoir retrouver. Et puis dans la deuxième partie, c'est vraiment à quoi ressemble aujourd'hui le mécénat en France, quels sont les intérêts, les motivations des entreprises, quelles sont les grandes tendances en France, un peu dans toutes les régions et surtout chez nous. Les modes de gestion, il y en a plusieurs, et puis bien sûr les motivations des chefs d'entreprise qui ont bien évolué. Donc, au niveau du cadre éthique et la définition, il se trouve que, alors je vais peut-être modifier parce que je crois que vous ne voyez pas mon écran. Ça va mettre en bas. Voilà. Non. Je ne peux pas faire mieux. Bon, on va faire comme ça. Donc, dans le cadre du mécénat, c'est vrai qu'on n'a pas de définition vraiment précise, à savoir qu'on a une définition qui est juridique et fiscale. Donc là, on est bien en France, puisque c'est toujours un petit cette problématique qu'on rencontre. Le mot de mécénat vient de 70 avant Jésus-Christ, où c'était un ministre, en fait, Gaius Silinus Maecenas, qui était protecteur en fait des artistes, plutôt poètes, écrivains, comme Horace ou Virgile. À la Renaissance, donc on a jusqu'à notre période, on a un mécénat qui est beaucoup plus proche du philanthrope, tel qu'on peut l'imaginer. Donc à la Renaissance, c'est bien sûr l'âge d'or du mécénat, avec des bourgeois qui deviennent des collectionneurs. On a notamment la collection Médicis qui est issue de cette date-là. À partir du 19e siècle, c'est autour des industriels qui s'intéressent. Donc là, c'est vraiment le rôle du patriarcat qui s'intéresse à vouloir aider à la fois peut-être le monde ouvrier, mais aussi le monde de l'art, en fait, avec une protection
des lettres et des arts en général. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de soutien, comme vous êtes très présent aujourd'hui dans des domaines en fait un peu inclusifs. Ça, c'était plus de la panacée du domaine religieux qui s'occupait justement à côté des philanthropes qui s'occupaient plus du monde piété. C'était vraiment plutôt réservé à cet aspect religieux. Très rapidement, parce que on ne va pas faire un laïus sur cette histoire, mais c'est vrai que en fait, c'est l'État-providence en fait, qui a vraiment mis en avant, en tout cas, l'aspect générosité en avant. Donc, c'est un monopole qu'a le gouvernement en France d'aider les plus démunis, d'aider son prochain, d'aider les artistes. Et c'est vrai que le mécénat n'existe vraiment en tant que tel que depuis la loi Ayagon, depuis 2003. Alors, pourquoi, en fait, on dit que ce régime fiscal du mécénat est révolutionnaire en France? On a deux axes, en fait, qui sont très singuliers et marginaux par rapport au reste du monde dans le cadre de la philanthropie, notamment quand on pense aux États-Unis. C'est qu'on a à la fois un État-providence qui, en principe, et jusqu'à il y a quelques années encore, une quinzaine d'années, était très proche, ou en tout cas le souhaitait proche des personnes qui étaient dans le besoin, ou en tout cas l'idée d'une démocratie participative avec un impôt qui sert à redistribuer pour que tout le monde ait un petit peu un accès aux soins, un accès à la culture. La loi Iagon, elle vient rajouter en fait une nouvelle dimension, c'est que l'État dit ok, moi je m'occupe en fait de cette générosité-là, mais je vais en donner un petit bout aussi aux entreprises pour qu'on soit plus tout seul, et c'est plutôt une bonne initiative puisque ça permet justement d'étendre cette générosité. Je ne sais pas où vous mettre pour que vous puissiez voir les écrans. Voilà. Donc, c'est vrai que cette loi Iagon, donc pour laquelle il y a eu beaucoup de lobbying, beaucoup de tractations, ça permet en fait justement, grâce à une réduction d'impôts, de faire rentrer l'entreprise dans un monde dont il n'était pas tellement attendu. Et ça a démocratisé et régionalisé le financement lié à l'intérêt général. Donc, le bien commun est devenu maintenant un intérêt, je dirais, peut-être accessoire, mais en tout cas un intérêt pour le chef d'entreprise. Donc, on est passé d'une culture un peu de défiance du monde de l'entreprise qui était plutôt là pour écraser, qui est un monde de la consommation, etc., à un régime de confiance où c'est vrai qu'il y a cette nouveauté de vouloir travailler ensemble et de faire des collaborations, des partenariats. Et par ailleurs, donc, on est un régime qui est quasiment unique au monde, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez des actions de philanthropie, des balles de générosité, etc. Il n'y a aucun avantage fiscal, c'est-à-dire que c'est vraiment du give back. C'est vraiment l'Américain pense qu'il doit rendre à la société ce que la société lui a donné, et il n'y a pas du tout de retour en fait en avantage fiscal tel qu'on le vit en France. Pour rentrer un peu plus dans les détails, donc du coup, cette définition fiscale et légale du mécénat, donc en fait, elle tient sur un article du Code général des impôts. Pardonnez-moi si je vais dire des vilains mots, mais tout vient de là. Donc en fait, la Bible, c'est cet article 238 qui est assez long, qui est très commenté, qui définit le mécénat comme un soutien financier en nature ou en compétences qui est apporté à une personne morale sans contrepartie directe pour le bénéficiaire, pour l'exercice d'activités représentant un intérêt général. Donc là, on a bien toutes les clés en fait, qu'on va pouvoir décortiquer, qui vont nous aider à comprendre quand on est en présence justement d'intérêt général. Et c'est vrai que j'ai entendu parmi les personnes présentes ce matin, tiens, moi, je ne suis pas d'intérêt général, oui, moi, je suis reconnu d'intérêt général. Donc, on va échanger sur cette notion d'intérêt général. Donc, en fait, il faut qu'il y ait, pour faire du mécénat, qu'on soit en présence d'une intention libérale, avec une action vraiment désintéressée et une possibilité simplement d'associer un nom ou un logo. Grosso modo, c'est un petit peu la contrepartie qui peut être acceptable et acceptée. À côté de ça, et c'est pour ça que notre intitulé s'appelle Partenariat, on a le parrainage ou sponsoring en américain, qui lui est un soutien matériel qui est apporté à une manifestation, une personne ou un produit, une organisation, en vue d'en retirer un bénéfice direct. Donc là, on a vraiment en fait une intention commerciale de faire de la publicité. L'entreprise, elle ne vient pas rechercher l'intérêt général, elle ne vient pas aider
son prochain ou répondre à un sujet de bien commun. Elle vient vraiment chercher de la pub pour mettre en valeur sa société. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, pour aller un petit peu plus loin aujourd'hui, c'est parce que, en fait, l'un n'empêche pas l'autre et l'un vient compléter l'autre. Donc là, ça reprend un petit peu ce que je vous disais. Donc, le mécénat, on a deux trames, en fait, le mécénat, le sponsoring. Le mécénat, c'est vraiment non commercial. Je ne suis pas là pour mettre en avant ma société. Donc, en principe, quand une entreprise vient vous soutenir, elle ne doit pas vous demander, en fait, de mettre un 4x3, d'avoir des logos partout, etc. Et alors que le sponsoring, on est vraiment dans un soutien financier ou autre. Enfin, les soutiens peuvent être les mêmes au niveau du mécénat ou du sponsoring, mais la finalité est vraiment complètement opposée. Surtout en termes de contrepartie, c'est-à-dire que le mécénat, on a une gestion qui est désintéressée, donc on ne s'intéresse pas au retour sur l'investissement, alors que bien sûr, sur le sponsoring, c'est vraiment tout ce qui va être retenu et recherché. Alors, qu'est-ce que va apporter le mécénat à mon association? Donc, c'est ce qu'on a vu dans la définition. Il peut y avoir 3 axes d'intervention dans une association. On ne le sait pas souvent. On va surtout parler de mécénat financier, c'est-à-dire que l'entreprise va vous donner de l'argent, mais elle peut aussi vous apporter un soutien en nature. Et puis, elle peut vous apporter également un soutien opérationnel en compétences. Vous en avez tous entendu parler, j'imagine. C'est vrai que le soutien en compétences, le mécénat de compétences, a vraiment pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, et notamment avec la crise Covid qu'on a vécue l'année dernière. Donc, le soutien financier, c'est très simple, c'est une somme d'argent qui est soit récurrente, soit revue en fait par rapport à des conventions. Ça peut être un soutien en une seule fois ou en plusieurs fois. Et la valorisation, comme vous le voyez en fait en bas à gauche de l'écran, c'est comment je fais ce partenariat, la somme d'argent, c'est très clair, je donne 1000, j'ai ma réduction d'impôt. Tandis que lorsque je donne, par exemple, un écran d'ordinateur, il va falloir calculer le prix de revient pour l'entreprise et savoir, c'est à elle, en fait, de définir quel est le prix. Et c'est ce qui va déterminer la valorisation et donc le calcul de la réduction d'impôt. Pour le mécénat de compétences, là, on va plutôt, on va mettre à disposition du personnel, c'est-à-dire qu'on va détacher une personne qui est salariée de l'entreprise et plutôt qu'elle travaille pour l'entreprise dans un cadre de mission et de tâches pour lesquelles elle a été embauchée, elle va aider une association dans le cadre d'une mission. Par exemple, on parle beaucoup de motivation des salariés, par exemple à repeindre des locaux, donc ça a été un petit peu galvaudé, mais ça peut être sur des missions beaucoup plus longues où on a de plus en plus de salariés qui sont détachés de leur poste classique, notamment des ingénieurs qui peuvent développer des sites internet, des assistantes administratives qui peuvent venir vous aider justement dans votre démarche de mécénat ou de développement de l'association. Il y a vraiment tout un panel en fait d'actions et comme on va le voir, qui sont très recherchés aujourd'hui. Donc là, la valorisation, comment on va faire pour savoir combien vaut en fait ce mécénat? Alors qu'une somme d'argent, on le sait très bien, c'est un chèque. Là, c'est vraiment le coût du salarié, à savoir son salaire plus ses charges. La question ensuite, entre la définition du mécénat, dans le cadre de la définition du mécénat, c'est est-ce que je suis éligible au mécénat en tant qu'association? Alors ici, on va avoir 2 fois 3 critères. On a 3 critères légaux, puis on va voir après 3 critères fiscaux. Donc au niveau des critères légaux, il faut tout d'abord, et c'est évident, mais là, on est tous dans ce cadre-là aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de créateur d'association, à mon sens. C'est pour ça que c'était intéressant de faire un tour de table. Donc, avoir la personnalité morale, la personnalité juridique, c'est que vous soyez inscrit auprès de la préfecture avec votre numéro et qu'il y ait une publication au journal officiel. Vous devez exercer votre activité en France ou dans l'espace économique européen. Ça va sans dire et ça va mieux en le disant parce que du coup, si vous avez une association, par exemple espagnole, qui a son siège en France, et que les actions se trouvent en Espagne, bien évidemment, en fait, il n'y aura pas d'intérêt, en fait, puisque du coup, la fiscalité ne va pas s'appliquer à ce que vous ayez une éligibilité au mécénat. Inversement, vous pouvez très bien avoir une association qui est son siège en France, mais pour lesquelles les actions de l'association
vont se réaliser en dehors de la France. Là, on peut tout à fait être éligible au mécénat. Et enfin, il faut œuvrer pour je crois qu'ils sont 9, mais on va les citer, les 9 domaines de l'intérêt général dans lesquels vous rentrez tous, à mon sens. Donc, ça répond déjà un petit peu aux questions que certains se posaient. À savoir, donc les voici, les 9 domaines d'intervention, c'est donc la philanthropie, l'éducation, la science, les actions dans le domaine social, familial, humanitaire, sportif, culturel. Et il y en a 3 petits derniers qui sont un peu plus justement larges, qui sont en fait liés au soutien d'une politique gouvernementale, à savoir la mise en valeur du patrimoine artistique français, la défense de l'environnement et de la nature, et la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Donc ces 3 derniers-là sont un peu moins connus, mais ils permettent aussi d'élargir, parfois quand on est un peu loin sur des sujets, on ne sait pas vraiment, donc on va plutôt piocher dans cela. Est-ce que vous avez des questions? Okay. Si, pardon, j'ai une question oui. Par rapport à la culture. Pourquoi, quand on crée une association, on n'est pas automatiquement d'intérêt général, du coup, vu qu'on fait partie du secteur? Tout à fait. En fait, la question, c'est pourquoi, qu'est-ce que c'est pour vous être reconnu automatiquement d'intérêt général? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Enfin, de mes connaissances à moi, en fait, c'est un espèce de reconnaissance qu'on a au bout d'un certain moment si on en fait la demande, non? Alors, c'est ce qu'on va voir en fait d'ici un quart d'heure. Ah, Donc, c'est pour ça que c'était intéressant comme point, parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait vous-même vous dire je suis d'intérêt général. Vous n'avez pas besoin, là encore, on est dans une spécificité française où malheureusement, on parle de droit fiscal, même si chaque cause que vous défendez est beaucoup plus intéressante que la fiscalité, mais on est obligé d'en parler ce matin. Le droit fiscal en France est déclaratif. Et c'est vrai que vous pouvez très bien, à l'issue de ce que je vais vous exposer, dire moi, je considère que mon association est d'intérêt général parce que j'ai regardé, j'ai screené l'ensemble des points que me demande l'article 238 bis du Code général des impôts. Pour moi, c'est OK. Donc, en fait, c'est déclaratif. Vous n'avez pas à faire une déclaration pour obtenir justement cette notion d'intérêt général. Ce qui est vrai, et du coup là j'avance un petit peu, mais on va le voir dans le détail, c'est que vous pouvez demander un rescrit. Donc là, c'est corroborer votre sentiment et en faire part à l'administration fiscale. Donc ça s'appelle un rescrit fiscal. C'est une demande qui est un petit peu formalisée, qui est un dossier que vous devez préparer, qui est analysé par une personne qui est celle qui est en charge des associations services fiscaux de votre département. Et elle va vous dire en fait si oui ou non vous êtes dans les clous. C'est-à-dire qu'elle va, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, elle va le décortiquer, elle va l'analyser, elle va dire sur l'aspect, donc là par exemple par rapport aux aspects fiscaux, sur l'aspect de gestion des intéressés, votre association ne rentre pas en fait dans ce que définit le fisc, donc vous ne pouvez pas prétendre être d'intérêt général. Tant que vous n'avez pas fait cette démarche auprès du fisc, vous pouvez considérer que de bonne foi, vous êtes d'intérêt général. Donc après, c'est un peu à double tranchant, c'est un peu à la conscience de chaque responsable d'association de se dire, est-ce que je pense que je suis d'intérêt général? Est-ce que peut-être un mécène ou des mécènes me demandent ce document de l'administration fiscale qui fait foi de mon intérêt général? C'est un peu au cas par cas. Malheureusement, il n'y a pas de... comme pour trouver des mécènes, je n'ai pas encore trouvé de méthode automatique. On tâtonne un petit peu, il faut vraiment analyser chaque point. Et c'est ce qu'on pourra voir vraiment ensemble lors du collectif pour sentir si dans chaque association, parce que chacune est particulière, on a des points de vigilance à avoir. Donc, sur les critères fiscaux, comment est-ce qu'on sait qu'on est d'intérêt général? Alors, l'intérêt général, il y a 3 critères cumulatifs. Il faut que mon association ait une gestion des intéressés. Dans cette gestion des intéressés, on va la regarder sur un prisme très
précis. Mais là, je vous ai mis vraiment les gros points phares qui sont assez négatifs lorsqu'on ne les respecte pas. Il faut que mon président ou les autres membres du conseil d'administration ne soient pas rémunérés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait cet intérêt-là financier. On ne doit pas distribuer de bénéfices. Dans les associations, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, mais ça peut se trouver dans d'autres structures. Et il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts. Par exemple, si j'ai un président, mon président d'association, l'association, on va dire que c'est, je ne sais pas, un salon d'antiquaire qui veut promouvoir en fait les vieux meubles, etc., un ancrage dans le quartier. Et ce président d'association, on va dire qu'il n'est pas rémunéré, mais pour autant, son activité à lui, il est antiquaire. Donc là, on va dire qu'il y a quand même un conflit d'intérêts parce que ça veut dire que si son activité professionnelle est de vendre des vieux meubles et qu'il crée en fait un salon sous forme d'association autour de son activité, il peut y avoir un risque de conflit d'intérêts. Pour le caractère non lucratif, bien entendu, dans la plupart des cas, l'association a un caractère non lucratif, c'est-à-dire son objet n'est pas de gagner de l'argent ni de faire des bénéfices. Alors, bien entendu, ça c'est un grand pan également, vous pourriez y passer 3 jours entiers, c'est que vous avez, et je l'ai entendu, des activités qui sont accessoires et qui sont rémunératrices, et pour qu'elles ne soient pas considérées comme un caractère lucratif, la jurisprudence, ou en tout cas les usages, nous enseignent qu'il ne faut pas que ça dépasse 30% de votre chiffre d'affaires. Là encore, c'est à voir au cas par cas. Et bien même quand vous avez dépassé ce cadre-là, il n'y a pas de risque, en tout cas, de perdre votre caractéristique d'intérêt général, puisque vous pouvez avoir un système de comptabilité qui sera séparé pour pouvoir justement distinguer l'activité commerciale de l'association de son activité intérêt général. Pour cela, pour déterminer si on a un caractère non lucratif ou pas, on a une règle des 4 P, mais là encore, on la verra plus en détail, qui est de voir si je ne viens pas concurrencer le secteur commercial classique des entreprises. Savoir si le produit que je vends, c'est un produit qui est atypique, par exemple, si je m'occupe d'handicapés, peut-être que je vais avoir un produit spécifique pour lui. L'idée, ce n'est pas de faire du business avec ça, mais c'est de répondre à un besoin en fait, qui n'est pas rempli par le secteur privé. Donc là, vous n'allez pas faire concurrence au secteur privé. Le public que vous allez adresser, le public cible, est un public qui n'est pas le public d'un consommateur classique, c'est un public qui est justement éloigné de l'emploi, ou qui va avoir une problématique liée au handicap, ou une sensibilité particulière de recherche d'emploi, enfin, toutes sortes de publics qui sont un petit peu en marge. Au niveau du prix, vous devez avoir un prix qui doit être inférieur à un prix du marché, puisque l'idée, ce n'est pas que vous fassiez de l'argent et de la marge sur le sujet, et vous ne devez pas faire de publicité. Alors, ne pas faire de publicité, c'est une question qui revient souvent. Oui, mais moi, je veux parler de mon association, comment je fais? Alors, ça n'a rien à voir. Là, on parle de publicité pour vendre, donc c'est donc plutôt dans cette idée-là. Enfin, on doit parler de cette notion de cercle restreint de personnes. Pour être d'intérêt général, ça paraît évident, mais je ne dois pas m'intéresser à un cercle restreint de personnes, mais plutôt le cercle le plus large possible. Alors là, je vois poindre des questions parce qu'on a dans des personnes présentes aujourd'hui des sujets que je vais prendre d'ailleurs en illustration. Par exemple, on a l'association pour la mucoviscidose. C'est vrai que l'association pour la mucoviscidose, on va se dire, ça ne concerne qu'une seule maladie, donc en fait, ça ne concerne qu'un cercle restreint de personnes. Oui, mais il y a quand même ce bien commun, l'intérêt général de rechercher, en tout cas, aider des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Si par contre, en fait, l'association, alors si l'association, elle s'appelait CPM de Benjamin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était pour soutenir l'insertion de Benjamin qui était atteint de mucoviscidose et qu'on souhaitait aider dans sa réinsertion professionnelle. Là, on ne serait plus en fait dans un cercle restreint de personnes, même s'il y a un intérêt général qui était d'aider en fait
une personne de manière désintéressée avec un caractère non lucratif, on a ce schéma-là où ça ne répond pas en fait à une caractéristique d'un public large. Donc là, c'est vraiment, on est sur les critères d'éligibilité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours 1000 questions par rapport à sa situation. C'est-à-dire, mais là, moi, est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis pas? Pourquoi est-ce que l'association de rugby de quartier n'est pas considérée comme intérêt général alors que celle qui est affiliée à la fédération, elle l'est? Bon, c'est vrai que ça touche pas mal de sujets sensibles. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce sujet-là? Non. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, au bout de toutes ces questions-là, il y a le rescrit fiscal, qui donc est une procédure facultative. Donc, de ce qu'on a vu avant, on peut faire son diagnostic en disant, mais tiens, est-ce que j'ai toutes les caractéristiques de l'article 238 bis pour répondre à une activité d'intérêt général et pouvoir donner un reçu de don. Si j'en suis pas sûre, je peux demander un rescrit fiscal. C'est vrai que la problématique, c'est que c'est une garantie pour l'entreprise qui va vous donner ou le particulier, parce qu'il sait du coup que vous êtes d'intérêt général, que du coup vous pouvez lui donner un reçu de don, il va pouvoir faire une réduction d'impôt sur ses revenus. Par contre, pour vous, ça reste un risque, parce que à la fois vous pouvez être retoqué, on vous dit ben non, finalement vous n'êtes pas d'intérêt général et vous ne pouvez pas donc donner de reçu de don. Et il se trouve que la particularité d'un rescrit fiscal, c'est qu'au moment en fait, où vous l'envoyez, que la demande est complète, vous avez un délai de 6 mois et malheureusement, dans la région, on est en sous-effectif d'un point de vue de contrôleurs et de vérificateurs fiscaux. Donc ce délai, il est respecté. Et donc pendant ce délai de 6 mois, vous n'avez pas la possibilité de délivrer de dons. Ce qui veut dire que vous êtes un peu gelé dans votre activité et ça fait perdre du temps. Ce qui se passe, c'est que si on vous refuse, vous avez une possibilité de droit de réponse, qui est, bon, j'ai rarement vu. En fait, c'est vrai que le vérificateur est en général bienveillant, il demande des compléments d'information pour donner en fait une réponse positive. Mais quand elle est négative, elle est vraiment très justifiée, très argumentée. De mon expérience de terrain, les rescrits fiscaux sont de plus en plus travaillés. Il y a une dizaine d'années, on avait vraiment une petite feuille à remplir et le fisc vous répondait avec un tampon validé. Aujourd'hui, vraiment, c'est un gros dossier, comme un dossier que vous remplissez pour des subventions. Il faut vraiment justifier au niveau de votre gouvernance, comment sont prises les décisions, comment sont choisis les adhérents, est-ce que vous êtes vraiment démocratique, quels sont vos modes de financement, quels sont les produits que vous vendez. Il ne rechigne pas non plus à aller rechercher sur Internet vos activités, ce que vous faites, vos actions. Donc, c'est vraiment très poussé. Alors, c'est vrai qu'une fois que c'est obtenu, ben, c'est inscrit dans le marbre. Hein, c'est un peu le Graal. Maintenant, il faut faire très attention si vous vous lancez en fait, dans cette démarche d'être certain, en tout cas de bien monter votre dossier. Et c'est vrai que j'ai tendance à préciser qu'il vaut mieux investir auprès d'un conseil juridique pour être certain, en tout cas, que votre dossier sera bien argumenté. Oui, mais une question. Oui. Oui, finalement, quel est l'intérêt vraiment de demander à l'inspection fiscale puisqu'on peut faire on peut s'auto-déclarer d'intérêt général en ayant respecté, enfin, si on est honnête avec les critères qui sont quand même assez clairs. Oui. Moi, je m'occupe d'une autre association que le Chant des Dauphins, qui est dans le domaine sportif. Et est-ce que lorsqu'on est association affiliée à une fédération sportive, oui. est-ce que de fait, puisque c'est un des 8 critères d'éligibilité, est-ce que de fait, on peut faire des reçus de dons lorsqu'on fait des… A priori, oui, il faudrait que je vois en fait concrètement. Vous serez là dans la tête. Ouais. Ok, super. D'ici là, je préfère. C'était le cas. Après, je préfère vérifier aujourd'hui, puisque du coup, on ne sait jamais, les choses peuvent évoluer. Et, alors,
Je peux poser une question, excusez-moi. Nous avons fait la demande en 2018 pour établir des reçus fiscaux. Je me suis fait retoquer parce que, comme vous dites, c'est un très gros dossier. Et on y est dedans. Seul souci, c'est que comme j'ai fondé l'association et qu'à l'époque, les administrateurs n'étaient pas encore assez forts pour mettre en place l'asso, la première chose où je me suis fait retoquer, c'est pour bien sûr, j'ai été nommée comme dirigeant de fait et qu'on a beaucoup travaillé depuis 2018. J'ai fait appel, étant donné qu'on est fédéré à la Ligue de l'enseignement, j'ai fait appel à un juriste justement pour qu'on retravaille là-dessus. Oui. Donc là, on va le redemander en 2022 parce que voilà, on s'est fait retoquer aussi qu'en 2018, j'étais en déficit budgétaire, donc on a fait énormément de prestations de services. Et ce qui a fait qu'en fait, tout ça, on a dit qu'on avait trop perçu en charge et en prestations et pas assez en subvention en fait. C'est très compliqué à monter ce dossier, quoi. Oui, ça devient de plus en plus technique et c'est vrai que c'est pour ça que moi j'incite, alors c'est inciter à une dépense, mais c'est inciter à une dépense pour un conseil juridique qui prenne vraiment le temps de monter l'argumentaire et les réponses qui sont attendues. C'est vrai que c'est encore un exercice qui n'est pas simple malheureusement, mais qui doit être, il faut passer par là. Et donc vous avez été fiscalisé pour le coup ? Non, pas du tout. Moi, je peux même vous envoyer le retour directement par. Je ne sais pas si on peut envoyer des documents, mais normalement, dans la discussion, on peut envoyer. Ben, ça, on pourra. Si vous êtes présente, Oui. pour 3 jours. Non, ça sera très intéressant, effectivement, de montrer à quoi ressemble justement cette réponse de rescrit et qu'on pourra y travailler, regarder dessus. Oui, parce que nous, justement, là, on est en train de rechercher quelqu'un pour nous aider à la redemander, en fait, correctement, pour qu'on se fasse retoquer. Et on a beaucoup travaillé sur la gouvernance, on a beaucoup travaillé sur… voilà. On avait, si vous voulez, on rentrait directement dans les 9 champs d'action, seulement c'était au niveau de la gouvernance qu'on s'est fait retoquer sur la prestation de service, en fait. Il y avait à la fois le point sur l'action des intéressés Voilà. Et à la fois sur l'aspect lucratif. Tout à fait. Mais effectivement, bon, après, c'est vrai que le dépôt du dossier est gratuit. Après, c'est vrai qu'il faut consulter un juriste fiscaliste qui est vraiment spécialisé là-dedans, mais on aura l'occasion d'en reparler. Okay, c'est très intéressant, du coup, comme ça, vous pourrez apporter votre témoignage et votre expérience, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, au niveau des contreparties, donc c'est vrai que tout à l'heure, on a vu en introduction que normalement, quand je fais du mécénat, je ne dois pas donner de contrepartie. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'était désintéressé aussi. Donc, de ce point de vue-là, l'entreprise, de son côté à elle ne vient pas chercher de la visibilité. Ça, c'est dans le monde des bisounours, parce que bien souvent, l'entreprise va quand même vous demander d'être visible. Et c'est un petit peu là où il faudra être vigilant et ne pas se forcément laisser faire. Donc, cette notion de contrepartie, elle est encore une fois différente, que ce soit dans le mécénat ou dans le sponsoring. Donc, effectivement, dans le sponsoring, toute dépense engagée, elle est en rapport avec l'avantage attendu. C'est-à-dire que je donne 100, je vais exiger 100 en contrepartie. Je prends l'exemple peut-être du bateau. Vous allez peut-être pouvoir proposer, quand vous pourrez financer votre bateau, une balade en fait en bateau, et vous allez devoir calculer en fait quel est le coût de cette sortie par rapport à la dépense, etc. Dans le cas du sponsoring, ce sera vraiment ce qui est prévu. Dans le cas du mécénat, il ne faudra pas qu'il y ait une disproportion. Il faut qu'il y ait une disproportion qui soit marquée, c'est-à-dire que vraiment, cette disproportion ne doit pas dépasser 25% de la valeur du don. Ça, c'est un point qui est important. C'est vrai que… après, ce qui peut être compliqué, c'est comment trouver des contreparties. Du coup, donc ça va dépendre un petit peu de votre activité. Il va falloir, moi, je vais plutôt me positionner sur inventer.
parce que si vous regardez ce que font les autres, c'est vrai que ça ne va peut-être pas forcément correspondre à ce que vous faites dans votre activité. Qu'est-ce que je peux donner comme contrepartie quand je suis planning familial? C'est vrai que ce n'est pas par rapport à une activité culturelle où on offre des places de spectacle, où on peut faire participer à des répétitions. Enfin, du coup, c'est de voir un petit peu et trouver des points d'accroche qu'il peut y avoir. Et ça, on va plus les découvrir à la fois en atelier, mais également en fait par rapport à ce qu'attendent aujourd'hui les mécènes par rapport à des contreparties de collaboration qu'il peut y avoir entre vous. Alors après, quelle contrepartie? C'est comment est-ce que je vais valoriser ces contreparties? On l'a un petit peu vu tout à l'heure, c'est-à-dire comment je vais calculer. Là aussi, on le verra de manière beaucoup plus poussée ensemble, parce que c'est vrai que là aussi, le fisc est encore un petit peu limitant, notamment sur l'aspect mécénat. Parce qu'en même temps, on nous demande de développer du mécénat, mais en même temps, on ne peut pas trop le rendre visible. Donc, c'est comment je vais faire en sorte de rendre service quand même à mon chef d'entreprise, qui, lui, a déjà eu un avantage fiscal. Je m'excuse, j'ai du soleil. Je ne m'y attendais pas. Et c'est de trouver, en fait, comment on va pouvoir trouver une contrepartie, qu'elle soit matérielle, immatérielle, ou en termes de visibilité, et que ça ne soit pas considéré comme du sponsoring. Donc là, c'est par exemple des exemples. Donc c'est vrai que quand on est dans du mécénat, on a vraiment un affichage de logo. Donc ici, vous voyez que les partenaires mécènes sont tous au même niveau et qu'on ne peut pas en voir un plus que l'autre sur cette exposition de Miro au Grand Palais. Idem pour l'Institut Pasteur. On a une liste de remerciements et on n'a pas de mécène qui est plus visible que l'autre. Là, c'est pareil pour les francopholies de la Rochelle. Un petit point également, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Il est considéré également interdit, en tout cas, ou mal vu, ou ça pourrait être requalifié. Si, par exemple, vous mettez Coca-Cola, vous avez le droit de mettre un lien vers le site de Coca-Cola. Cependant, ça ne doit pas être un lien vers une offre commerciale. Donc, ça peut être un lien vers les actions en responsabilité sociétale, ou vers le site corporate, mais pas de lien vers un site marchand. On prend l'exemple de Cultura, ça va être un peu compliqué de mettre un lien vers Cultura sans que ce soit un lien commercial. Donc là, c'est comment vous avez la possibilité de, comment dire, pas compartimenter, mais en tout cas segmenter vos partenaires, qu'ils soient stratégiques, mécènes, donateurs ou des partenaires relais. C'est l'association Funrider qui a fait cette proposition et nous verrons en fait plus avant comment vous pouvez organiser vos mécènes en sorte de club et aussi également pour qu'ils puissent s'y retrouver et que vous ayez en fait une offre distincte en fonction de ce que vous pouvez leur donner en contrepartie. Ici, c'est un exemple de la Chaise-Dieu, qui est un festival de musique qui va un petit peu avant ce que je vais vous expliquer après. Donc, elle vous a fait un tableau, en fait, avec une colonne de dons, une colonne avec le coût réel que va combien ça va coûter, en fait, à l'entreprise, la réduction d'impôts, et donc, en fait, les contreparties. Donc là, c'est le calcul. Donc ça, c'est peut-être pas forcément très... il ne faut pas le mettre forcément en visibilité, mais peut-être on peut le proposer en fait lors d'une négociation, puisqu'en fait, l'objectif des 25% est un usage et donc n'est pas écrit dans la loi. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'a pas été remis en question, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon entreprise va me donner à Chaise-Dieu 2 000 €, ça va lui coûter en fait 800 € parce qu'elle va avoir une réduction d'impôt de 1 200 €. Et que moi, association, par rapport à ces 2 000 €, je peux lui donner une contrepartie qui pourrait être valorisée à 500 €. Est-ce que c'est clair pour vous? Je passe, je n'ai pas entendu. Je vais venir à la suite. J'ai vu qu'il y avait une question en fait sur l'avantage fiscal lié au sponsoring. On va y venir.
Les documents que je dois fournir, en fait, sont différents quand on traite de mécénat ou de sponsoring, donc là, très, très rapidement. Pour du mécénat, je fais une convention, alors que dans le sponsoring, je fais un contrat de parrainage. Dans le mécénat, j'ai un reçu de don qui est un CERFA, ou un modèle CERFA en tout cas, que vous pouvez refaire à vos couleurs avec votre logo. Alors que pour le sponsoring, c'est une facture. On est vraiment dans une prestat de service. Alors là, c'est un point qu'on pourra détailler ensemble plus avant également. C'est que depuis 2019, face aux abus, la Cour des comptes a mis un peu son nez dans le monde du mécénat et s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'abus, malheureusement, avec les entreprises du CAC 40. Donc, ça ne touche pas beaucoup dans le Sud. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'exagérations sur les dons. Et c'est vrai qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour toutes les entreprises, afin de flécher justement comment se passe le don, qu'il n'y ait pas justement d'utilisation un peu frauduleuse du mécénat à d'autres fins que celui du bien commun. Toutes les entreprises qui font un don supérieur à 10 000 € par an sont tenues dans leur comptabilité de détailler le montant, la date des versements, à qui elle a donné cet argent et quelles contreparties ont été versées. Alors, sur l'aspect du dispositif fiscal, ça vous le connaissez, c'est là qu'on va voir en fait en quoi le sponsoring diffère un peu du mécénat. Donc le plus important, c'est bien sûr l'avantage fiscal qui est de 60% du montant du don pour des versements qui sont inférieurs à 2 millions d'euros. Je vous le dis, même si ça ne va pas nous concerner aujourd'hui, moi je n'en ai pas encore vu en région PACA. Si le versement du don est supérieur à 2 millions d'euros, on n'est plus 60% de réduction d'impôt, mais on n'a plus que 40%. Ça répondait également à la réforme qui a eu lieu dans la page précédente, pour limiter un petit peu cet abus d'utilisation. L'avantage qui a été voté grâce à une députée de notre région qui est Cathy Racot-Bouzon, c'est que par contre, le don était jusqu'à 2019 plafonné à 0,5% du chiffre d'affaires. Ce qui pour des grosses sociétés, c'était très bien parce que justement, elles avaient un gros chiffre d'affaires, mais par contre, ça ne venait pas du tout intéresser les petites entreprises. Donc, pour ça qu'il y avait un chiffre d'affaires moindre. Donc, du coup, pour pallier à ça, on a fait cette double barrière, à savoir qu'on va choisir ou 20 000 € ou alors 0,5% du chiffre d'affaires. Les 20 000 €, ça va permettre donc à un chef d'entreprise d'aller un petit peu au-delà de son chiffre d'affaires s'il est inférieur à 2 000 €. Tous ces points-là, on aura l'occasion de les revoir, hein, bien sûr, je vais un petit peu vite. Pour la loi Coluche, donc là, on est sur des profils vraiment d'aide au logement, des personnes en difficulté. C'était vraiment la loi qui avait été un peu renforcée pour des sujets liés notamment au Resto du Cœur. Et la réduction d'impôt, elle va être, là, ce coup-là, elle passe de 60% à 75%. Pour les particuliers, l'avantage fiscal n'est pas de 60%, mais de 66% de ces versements par an, et dans la limite des 20% du revenu imposable. Ça veut dire que, en fait, c'est intéressant pour des personnes qui payent des impôts. C'est évident, puisqu'on est sur une réduction d'impôt et non pas sur un crédit d'impôt. Excusez-moi, j'avais une question par rapport aux particuliers. Il me semblait avoir vu que, par contre, pour les particuliers, il fallait obligatoirement être inscrit au rescrit. Non. Non. On peut quand même donner une attestation de don? Tout à fait. En fait, le rescrit n'est pas obligatoire. C'est un principe déclaratif. Le rescrit n'est pas obligatoire, même si une entreprise qui veut être mécène chez vous vous impose un rescrit, vous n'avez pas l'obligation de passer par cette épreuve. Donc, pour les particuliers, c'est la même chose. Et le rescrit, parfois, ça peut correspondre à 40-50 pages en fonction de la taille de l'association, de son historique et de ses activités. Donc, je vois mal, en fait, un contribuable joindre... On n'a pas, si vous voulez, un diplôme rescrit fiscal.
avait une autre question? Pedro, je crois, non, peut-être? Non, non. D'accord, donc je continue. Oui, donc je faisais un petit aparté, je m'en excuse en fait sur les aspects de la fiscalité, c'est un peu dur, enfin, mais c'est vrai que quand on a souvent tendance à l'oublier, mais la réduction d'impôt, en fait, elle vient baisser votre impôt, donc ça veut dire qu'il faut payer des impôts, et c'est contrairement à un crédit d'impôt où c'est vrai que c'est plus avantageux un crédit d'impôt qu'une réduction d'impôt. Parce que du coup, une personne qui ne paye pas d'impôt, pour aller au bout de la logique, n'a pas d'intérêt à donner si elle veut avoir une réduction. Bon. Elle peut le faire simplement pour donner. Du coup, l'avantage fiscal du sponsoring, est-ce qu'il existe? Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes ressorts du Code général des impôts. En fait, pour l'entreprise, on l'a vu, c'est une prestation de service qu'elle va vous acheter. C'est-à-dire qu'elle va dire, tiens, moi, ça m'intéresse d'être visible par rapport aux valeurs de l'association qui sont véhiculées, par rapport aux publics qui sont visés, par rapport aux actions qui sont menées. Mais moi, j'ai envie qu'on me voie. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sponsoring dans les associations sportives. Ça fait partie de leur démarche, de leur stratégie, même si maintenant ça recule un petit peu, avec les grandes bannières, les grandes visibilités sur les programmes, etc. Comment ça se passe du coup fiscalement? Fiscalement, on est donc sur une dépense, et donc c'est vrai que ça va venir baisser le revenu imposable, le résultat imposable de l'entreprise. Donc là, je vous ai fait un super tableau donc, qui vous compare les deux. Alors, à gauche, on a le mécénat, à droite, le parrainage. Donc, on voit que pour le parrainage, en fait, on a une charge qui est le versement de la somme d'argent. Et pour le mécénat, on a un don. Alors, pourquoi j'ai mis moins et plus? Parce qu'en fait, on enlève le don, mais on le réintègre pour pas qu'il y ait un double avantage fiscal. Et c'est vrai qu'après, on applique en fait l'impôt de 33%, l'impôt sur les sociétés, sur un résultat comptable qui va être un peu plus élevé. Alors, comme un exemple vaut mieux qu'une grande explication, je vous ai fait un tableau pour comprendre en fait et pour rassurer sur le principe du parrainage, puisque donc du coup de la même façon, on a sur la gauche le mécénat, le parrainage et une entreprise qui ne fait pas de dons. Donc, si j'ai pris l'exemple d'une entreprise qui fait 3 millions de chiffre d'affaires et qui dégage un bénéfice de 60 000 €, elle décide de donner 5 000 € à une association. Donc, on voit dans la première ligne qu'elle donne 5 000 € en mécénat, en parrainage, et qu'effectivement, dans le cas où elle ne donne rien, il n'y a pas d'impact dans sa compta. Le bénéfice fiscal avant la dépense, il est de 60 000 €. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est l'argent qu'elle a gagné. Le bénéfice fiscal après la dépense, donc on a dû réintégrer les 5 000 € dans le mécénat, alors qu'on les a enlevés dans le cadre du parrainage, puisque c'est une dépense. Et dans le cadre d'aucun don, on est resté à 60 000 € puisqu'on n'a rien fait. Donc, au niveau de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre du mécénat, je vais faire mon calcul. Donc, j'ai 60% de 5 000 €, ça me fait 3 000 €. J'ai 20 000 € d'impôt sur les sociétés. Donc, en fait, au lieu de payer 20 000 € d'impôt sur les sociétés, je ne vais payer que 17 000. Donc, j'ai une économie d'impôt de 3 000 €. Pour le parrainage, c'est beaucoup plus simple. En fait, on va faire le calcul donc, de l'impôt sur les sociétés, qui ne sera pas calculé ni sur 65 000 € ni sur 60 000 €, mais sur 18 334 €. Donc, du coup, je vais avoir une économie qui va être substantielle et un peu moins importante que celle du mécénat, mais qui reste quand même intéressante, de moitié. Alors que si je n'avais fait aucune action auprès d'une association, que ce soit de parrainage ou de mécénat, ben je paye 20 000 € d'impôt. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Excusez-moi, j'ai une petite question. Pourquoi, du coup, le mécénat augmente le bénéfice fiscal de la société? Parce qu'en fait, on n'a pas voulu avantager. En fait, si vous voulez, si vous enlevez la dépense et que sur cette dépense, en plus, vous rajoutez une fiscalité, en fait, un avantage fiscal,
il y aurait un double avantage. Donc, c'est pour éviter ce double avantage. Donc, en fait, l'avantage du mécénat, il n'est que sur la réduction, que sur les 3 000 € en fait. Parce que sinon, du coup, ça n'aurait plus d'intérêt parce que sinon, vous auriez du coup un double avantage fiscal. À la fois, ça serait considéré comme une dépense et en même temps, c'est considéré comme une réduction d'impôt. Vous cumuleriez en fait les deux avantages mécénat et parrainage. C'est clair ou pas? Dites-moi une chose. Donc, le sponsoring, c'est beaucoup moins bénéfique que le mécénat. Tout à fait. Mais il reste quand même un avantage, tout à fait. Et rentre dans le cadre de la prestation de services aux activités, etc. C'est combien? Grosso modo, c'est 30%, c'est la moitié, c'est ça? C'est 33%. 33%, ok. Après, en fait, c'est surtout se dire, là, on est vraiment que sur le focus avantage fiscal. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, quand vous allez parler avec un chef d'entreprise, il va vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'associer mon image à la vôtre, parce que vos valeurs font écho. C'est la bonne organisation de cette rencontre. Et du coup, en fait, il y a plusieurs. Ça dépend de ce que va rechercher C'est l'argumentaire que vous dites que c'est important. Bon, sponsoring pour la visibilité, le mécénat pour la gratuité, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que le mécénat, et après, tout va dépendre à qui vous vous adressez dans l'entreprise. Si vous vous adressez dans l'entreprise, à la fondation d'entreprise, elle va plutôt faire du mécénat, parce que ça va rentrer dans ses objectifs d'action dans le bien commun, dans l'intérêt général. Alors que si vous vous adressez, par exemple, au service de communication, on va dire, bah oui, nous, on va parrainer l'action, je ne sais pas, que vous allez faire de tiers-lieux. Et là, on a besoin d'avoir une banderole et on va faire des articles dans les journaux, etc. La question, je pose ça parce que c'est quelque chose que nous intéresse. Quand il y a des comités d'entreprise et par exemple on donne des contreparties, oui. Ça c'est du sponsoring, c'est pas du mécénat. Tout dépend de la contrepartie que vous donnez. Par exemple, des billets gratuits pour un spectacle. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on verra. Oui, c'est ça, pour ça que je reviens pas. Non, mais en fait, il faut le voir vraiment au cas par cas parce qu'il faut que tout dépend de la contrepartie que vous donnez. Il faut qu'elle soit disproportionnée par rapport au montant du don. C'est-à-dire que ça ne peut pas être au prix du marché. C'est dans le cadre du 500 € que vous parliez tout à l'heure. C'est ça? Voilà, ouais. C'est ça, merci. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est un tableau qui montre quand même l'intérêt du parrainage, même si financièrement, le mécénat a plus de poids. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément ce que recherchent les entreprises aujourd'hui, de faire du mécénat. Non, ça. Et elle préfère le sponsoring, c'est ça que vous dites? Ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Alors maintenant qu'on a vu tous les aspects théoriques, si vous avez peut-être envie de prendre la parole, on va passer à la deuxième partie. Je vais essayer d'être un peu moins loquace. C'est le panorama du mécénat d'entreprise en France, tel qu'il a été réalisé par le baromètre du mécénat qu'a fait l'association Admical, pour lequel on a un certain nombre d'informations qui viennent un petit peu compléter ces données un peu techniques qu'on a vues en première partie. Alors, tout d'abord, le mécénat. Alors, en 2 mots, comment se prépare ce baromètre qui a lieu depuis plusieurs années aujourd'hui? On est en partenariat avec l'IFOP notamment, et c'est en fait en même temps des sondages qui ont été faits auprès d'un pool d'entreprises, mais également des chiffres croisés avec le fisc. Donc, savoir un petit peu quelles sont les tendances aujourd'hui du mécénat dans notre pays.
Je vais juste pas oublier mes notes. Alors, là, c'est vrai que si on était en présentiel, je vous poserais la question, à votre avis, combien d'entreprises… Pardon ? Ouais. Combien d'entreprises en France font du mécénat en pourcentage? Est-ce que quelqu'un peut donner une idée? Vous n'avez pas d'idée? 52%, à 50%? peu près, oui. Ouais. Un autre chiffre peut-être? Moi, je dirais maximum 20%. 20% pour vous? Grand maximum. D'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres personnes qui veut s'exprimer, en fait, on est très loin entre 20 et 50%, puisqu'en fait, on n'a que 9% d'entreprises qui font du mécénat en France. Alors, c'est à la fois très peu, et en même temps, on se dit, mais par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à tout ce qu'on recherche, à mon sens, en tout cas, c'est un grand vivier d'aller chercher des entreprises pour leur expliquer en fait ce que c'est que le mécénat, parce que bien souvent, c'est par méconnaissance. D'accord. Voilà. Ouais, donc, on n'a que 9%. Pour un budget compris entre 3 et presque 4 milliards d'euros. Comme vous le voyez, en fait, sur la… Pardon. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à l'envers. Pardon. Du coup, pardon, je ne sais pas, j'ai ma souris qui… je disais donc, en fait, quand on voit l'évolution, c'est une courbe qui fait que croître et qui, non seulement en termes de nombre de dons, mais en nombre d'entreprises également. Parce que là, on est vraiment sur une courbe depuis 2010. Et c'est vrai que ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une vision optimiste de la vision du mécénat qui était un petit peu vraiment confidentielle il y a encore quelques années et qui aujourd'hui, on le voit ce matin à l'audience que vous êtes, et je vous remercie de votre présence, qui s'intéresse de plus en plus à la fois les associations, mais aussi les entreprises. Alors, un autre chiffre qui est très, très pertinent, c'est celui de comment sont répartis les dons. Donc, il se trouve que le volume appartient aux grosses entreprises, aux ETI, aux grandes entreprises. Mais par contre, celles qui font du mécénat, ce sont des petites entreprises. 96% des mécènes sont des TPE, PME. Donc là, pour notre région, c'est très intéressant. Ça veut dire que, bon, on a un chiffre qui est très peu en termes de participation, mais en termes de nombre d'entreprises, vous dites qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises mécènes qui s'ignorent encore et qui peut-être il faudrait les chercher et leur parler en fait de votre projet pour les initier, les faire rentrer dans une nouvelle démarche qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que une question, je ne sais pas si vous allez répondre plus tard ou si on va discuter, est-ce que c'est mieux faire l'approche présentielle ou les entreprises sont prenantes si on envoie un mailing ou on fait du phoning? Qu'est-ce que c'est mieux? Là, encore une fois, tout dépend de votre stratégie, tout dépend à qui vous adressez. C'est ce qu'on va voir après, donc comment sont organisés les mécènes. C'est vrai qu'il y a 3 typologies d'organisation. Il y a celles qui sont très organisées. Là, c'est vrai c'est comme une subvention. Il faut répondre à un appel à projet. Donc là, c'est très structuré. Mais ça peut être très ciblé par rapport à votre action. Donc, c'est intéressant aussi de répondre à ce genre d'appel à projet. Donc là, oui, bien sûr, c'est par écrit. Mais après, c'est toute la stratégie qu'on va étudier ensemble au cas par cas. C'est de se dire, bah, tiens, en fait, mon partenaire, il est à côté de moi. C'est mon fournisseur. C'est quelqu'un c'est une entreprise qui vous achète des places chaque année pour un spectacle.
je ne pourrais pas prendre des exemples adéquats là pour chacun, je ne vous connais pas encore assez, mais c'est vraiment regarder autour de soi et peut-être aller plus vers quelque chose. Vous vendez pas quelque chose, vous partagez une vision humaine en fait associative. Donc le mieux, c'est effectivement d'être plutôt dans l'humain et dans la rencontre et le partage. Merci. Donc 96% des entreprises mécènes sont des petites entreprises, donc plutôt à taille humaine, ça aussi c'est intéressant. Leur don médian, donc ça, il ne faut pas non plus s'y arrêter complètement, ça ne veut pas dire grand-chose, on reste quand même dans des moyennes. Donc bien sûr que les grandes entreprises donnent beaucoup, on est à 850 000 € par an, quand la très petite entreprise donne 800 € en moyenne et la PME 4 135 €. Donc là, on est dans des moyennes et c'est vrai que... C'est bien salué quand même. Ma sœur, si vous n'intervenez pas, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Alors là, c'était justement par rapport à la question du parrainage tout à l'heure qui inquiète, qui pose question. Un peu plus d'une entreprise sur 4 mène des actions de sponsoring et de parrainage. Donc ça veut dire qu'en fait, elles peuvent faire les deux. Et c'est vrai qu'une ETI, les grandes entreprises, par exemple, font les deux. Et c'est intéressant de voir en fonction de leurs attentes, elles vont plutôt vous demander de faire du parrainage ou plutôt du sponsoring. Ce qui pour vous, en fait, est neutre parce que vous avez de l'argent. Alors, c'est vrai que le mécénat est un peu plus simple parce que vous n'avez pas de contrepartie a priori, alors que le mécénat, il faut toujours prévoir, en fait, qu'est-ce que je donne en échange, etc. Mais du coup, les deux actions se font. Quelles sont les pratiques du mécénat d'entreprise ? C'est un mécénat plutôt de proximité, c'est-à-dire que justement, plutôt que dans le Var, d'aller chercher des grosses entreprises à Paris qui sont ultra sollicitées. Là, c'est vrai que malheureusement, on fait face à un peu de concurrence entre vous. Le mieux, c'est justement d'aller privilégier ce qu'elles recherchent, c'est-à-dire leur ancrage territorial. Et donc, 80% des projets de mécènes sont des projets qui choisissent autour d'eux, en fait, dans leur région. 32% au national et 11% à l'international. Alors là, également, c'est vrai qu'on l'a vu en introduction, le mécénat, au départ, a une connotation historique, culturelle, puisque c'était des philanthropes qui défendaient des poètes et des artistes plutôt d'art plastique ou de danse. Eh bien non, en fait, c'est une idée reçue. Les mécènes ne soutiennent pas en premier lieu la culture. Quel dommage. C'est une idée reçue. Mais vous êtes dans le top 3 quand même. Il y a le social qui vient en tête, la culture et l'éducation. Donc ça, ce sont les 3 domaines les plus soutenus. Donc vous êtes toujours là dans la culture, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. Le social est vraiment remonté, vous l'imaginez bien, avec la crise Covid qu'on a vécue l'année dernière. Donc là, c'est un petit peu plus rentré dans les détails, dans les domaines prioritaires, puisqu'on a également après, vient tout en bas, en fait, l'expression de défense des droits, la recherche également scientifique, la solidarité internationale et l'environnement et la biodiversité qui a connu là vraiment un nouveau vent en poupe depuis quelques temps. Là, c'est les domaines d'action recherchés en fonction de la taille des entreprises. Et c'est vrai que les PME vont plutôt aller vers du sport parce que souvent, c'est la défense en fait, des clubs sportifs. Mais bon, ça a tendance à changer puisqu'on a la culture, la préservation du patrimoine qui viennent ensuite, la santé, le social, l'éducation. Et après, on a le reste qui vient vraiment un petit peu Les grandes entreprises, elles ont les moyens et elles ont un peu plus d'énergie pour être un peu présentes dans plusieurs domaines. Par rapport aux 3 axes d'intervention du mécénat, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit financier, en nature ou de compétences, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est le mécénat financier qui est le plus utilisé, même si, alors là, on ne voit pas les évolutions, je n'ai pas voulu mettre toute l'étude,
mais le mécénat financier a baissé de 10 points en faveur en fait, du mécénat en nature et de mécénat de compétences. Donc, pourquoi en fait les entreprises souhaitent s'investir dans le mécénat de compétences? Tout d'abord, en fait, il y a en premier lieu mettre en valeur l'expérience de leurs collaborateurs. On vient un petit peu faire dépasser le team building, en tout cas de faire de la cohésion sociale autour d'un projet d'intérêt général, soutenir des projets et encourager l'innovation sociale. Et en troisième point, c'est encore une fois par rapport à leurs collaborateurs, c'est rendre les collaborateurs plus fiers de leur entreprise. Donc, on voit par rapport à ça que 40% des entreprises accordent entre 2 et 5 jours par an à leurs collaborateurs. Donc, ça, c'était par rapport à la question tout à l'heure de comment je fais pour parler à une entreprise. Est-ce que j'envoie des mails ou est-ce que je vais lui parler? C'est comment sont organisées en fait, les entreprises. Donc, en fait, on a un petit jargon dans le mécénat qui est celui de la régie directe, c'est-à-dire que quand une entreprise n'est pas structurée, n'a pas un département mécénat ou département sponsoring, on dit qu'elle est en régie directe. Elle n'a pas de fondation, elle n'a pas d'association particulière qui va s'occuper de filtrer les demandes. Donc, c'est à vous, en fait, de rentrer en contact avec l'entreprise pour lui proposer, en fait, une collaboration et de voir un petit peu ce qu'elle est prête à investir ou comment elle est prête à s'investir pour vous dans votre projet. Quand on titre en fait des acteurs se professionnalisent, ça veut dire que, comme dans la conclusion, je vais vous en parler un peu plus et on va un peu le voir également dans le cadre des ateliers, les entreprises aujourd'hui, elles souhaitent de plus en plus répondre dans leur motivation à la raison d'être de leur entreprise. Donc, vous avez beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qui va au-delà de leur profit? Qu'est-ce qui va au-delà de leur activité économique? Elles recherchent à donner du sens pour que leurs collaborateurs aussi trouvent un peu plus de changements actifs dans le cadre de leur entreprise. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à vouloir aller plus loin avec vous, porteurs de projets. Donc, la plupart des nouvelles tendances vont vers un peu plus de suivi des actions, c'est-à-dire qu'avant, on avait un mécène qui était le chef d'entreprise qui disait « moi, j'ai envie de défendre le club de foot de mon village parce qu'ils sont super sympas ». Aujourd'hui, on va se dire bah, « tiens, moi, j'ai une entreprise qui fait de l'énergie, par exemple, et j'ai envie d'aider en fait, des enfants à pouvoir… être sensibilisé à l'environnement. Donc, je vais m'attacher à une association qui va répondre à cet objectif-là et je vais la suivre. Et donc, la suivre, ça veut dire aussi cadrer en fait, le projet, voir en quoi le partenariat crée des échanges justement au sein de l'entreprise, comment les enfants qui ont été sensibilisés grâce à vous, porteurs de projets, est-ce qu'ils ont été plus nombreux? Donc, c'est ce qu'on appelle la mesure d'impact. Et ça va être de plus en plus demandé aujourd'hui dans un cadre de partenariat entre les entreprises et les associations. Quel a été l'impact de la crise sanitaire et les conséquences sur la politique de mécénat des entreprises? Donc, malheureusement, 60% des entreprises ont bien sûr précisé que ça avait bien sûr un impact sur leur politique de mécénat. Mais pour autant, ce qui reste très, très positif, c'est que 72% des entreprises interrogées ont dit que pour autant, elles garderaient un budget dédié au mécénat stable, avec un budget de 10% d'augmentation pour un budget de 14% diminué. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de savoir que les entreprises n'ont pas restreint leur budget par rapport à la crise. Dans notre région, comment ça se passe? Alors, on avait vu tout à l'heure, vous vous rappelez qu'on avait 9% des entreprises françaises qui faisaient du mécénat.
Nous sommes des mauvais élèves puisque nous sommes à 2,7% des entreprises. Par contre, avec un don moyen très, très largement supérieur à la moyenne. Donc, c'est ce qui vient un petit peu nous rassurer. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire pour convaincre les entreprises en PACA de devenir votre mécène. Donc, non seulement le don moyen est plus élevé que celui de la moyenne nationale, mais il a également, le nombre de dons a été multiplié par presque 4. Donc, c'est vrai qu'on a quand même si on a peu d'entreprises, elles sont quand même bien présentes. Et en tout cas, on sent qu'il y a une vraie dynamique de développement dans ce sujet. Là, c'est le détail en nombre et l'évolution qu'il y a pu y avoir entre 2017. Au niveau des motivations des entreprises, on l'a un petit peu vu. Donc, il y a bien sûr ce cercle vertueux qui est à la fois pour l'entreprise de nouer un dialogue et un engagement vers l'intérêt général et autour de cette cause commune que vous soutenez. Pour l'association, c'est de donner de la transparence et des résultats par rapport au mécénat ou en tout cas par rapport au partenariat que vous avez engagé ensemble. L'intérêt pour l'entreprise mécène, elle est triple. Donc là, vous voyez que je ne parle pas d'argent, on ne parle pas de motivation financière. C'est d'abord un outil de communication externe. Donc là, c'est là où on frôle un petit peu avec le sponsoring. C'est mettre en valeur son image et se dire, tiens, c'est intéressant de voir qu'une entreprise dans l'énergie va soutenir un projet de sensibilisation pro-environnement, même si parfois ça peut être considéré comme du human ou du greenwashing, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister, donc il faut pouvoir pousser ces nouvelles initiatives. C'est un vecteur surtout interne de management, ça va permettre de galvaniser un petit peu les ressources et les talents qui, maintenant, avec la génération Y, vont rechercher de plus en plus du sens et autre chose que du salaire et des avantages liés vraiment à leur activité salariée. Et ça répond à un outil de responsabilité sociétale de l'entreprise, puisque ça va ouvrir, en tout cas, des intérêts accessoires, en tout cas holistiques, autour de l'entreprise. Donc, en top 1, en fait, de ce qui est recherché par l'entreprise, c'est contribuer à l'intérêt général. Pour 90%. Donc là, c'est vraiment un souhait de vouloir rendre service, en fait, et répondre à une question de bien commun. Vient ensuite exprimer et incarner les valeurs de l'entreprise et puis soutenir l'innovation sociale. Donc là, c'était la suite. Donc, on a vu les 3 premiers. Vient ensuite valoriser l'image et la réputation de l'entreprise. Développer de nouvelles relations avec ses partenaires. Ça crée aussi des dialogues en disant « Tiens, j'ai vu que tu étais mécène, moi aussi. » Et puis, la cohésion interne de l'entreprise, ça, on l'a déjà vu, c'est ce qui vient répondre un petit peu au mécénat de compétences. Donc là, c'est pareil, la même chose que tout à l'heure, c'est la répartition qu'il peut y avoir. Je vais la passer rapidement pour qu'on ait un peu de temps pour poser des questions. Et voilà, donc du coup, en fait, c'est vrai que par rapport à mes conclusions, on a à la fois des chiffres qui sont bas en termes de participation d'entreprises sur le territoire, mais ça nous laisse quand même un champ des possibles monumental. En tout cas, moi, c'est ce que je prétends, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui à qui on parle de mécénat, bien souvent, elles vont dire « c'est pas pour moi parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis trop petit, parce que… » Ils connaissent peut-être pas le mécénat de compétences. Ils ne connaissent pas peut-être… Oui. J'ai perdu une connexion là. Bon. Vous m'entendez? Ok. Donc, je disais qu'on ne perd pas de vue justement que c'est des gens qui ne savent pas non plus en fait de quoi il s'agit, de quoi ils retournent. Et c'est peut-être aussi les rencontrer. C'est pour ça que c'est intéressant
de connaître justement les tenants et aboutissants. Vous n'allez pas vous en servir tous les jours, mais c'est important de le savoir avant de se lancer dans une démarche pour pouvoir en parler et pour vous dire c'est avant tout une question d'argent, non pas de dépenses, mais plutôt pour servir l'intérêt général, et puis qui va vous permettre en plus soit d'avoir de la visibilité sur qui vous êtes, personne peut-être qu'on ne vous connaît pas sous cet angle-là, et également d'avoir une réduction fiscale. C'est vrai que ça, c'est ce qui vient à la toute fin. Beaucoup d'entreprises font du mécénat d'ailleurs sans déclarer leurs dons, par méconnaissance ou par oubli. Voilà. Il y a une nouvelle approche collective du mécénat qui s'est créée, notamment grâce à la pandémie. Ça, vous l'avez beaucoup vu avec la vallée de la Roya, où des entreprises ont souhaité se mobiliser ensemble pour récolter plus d'argent, pour pouvoir soutenir un petit peu les associations locales et pouvoir aider. Et c'est vrai que c'est une tendance qui existe de plus en plus. Donc là, ça peut être intéressant également, parce que plutôt que d'aller voir une seule entreprise, vous allez voir un collectif, donc ça vous permet aussi d'avoir une audience un peu plus grande. C'est partie des tendances qui sont actuellement vues. La réforme fiscale, donc, que je vous ai distillé un petit peu sans trop vous le dire, mais on a des nouvelles stratégies d'entreprise, parce que du coup, les petites entreprises ne pouvaient pas faire de mécénat. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui d'aller leur parler, parce qu'elles ne savent certainement pas elles ont cette capacité de 20 000 € pour faire du mécénat par an. Et puis, l'impact de la crise sanitaire qui a en même temps donné un sentiment de vouloir aider l'intérêt général. Donc, on a eu beaucoup plus d'entreprises qui se sont mobilisées. Donc là, je pense que sur les prochains chiffres, on aura beaucoup plus de personnes actives. Et les pratiques, en tout cas, n'ont pas été limitées ou freinées. Au contraire, elles ont été mises en avant. Et moi, j'ai aussi tendance à penser qu'il y a eu beaucoup de budgets qui ont été gelés dans le cadre des actions justement de communication événementielle, dans le cadre des frais généraux au niveau des salariés qui du coup n'ont plus voyagé pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'est un pan entier de budget d'entreprise qui, à mon avis, est à aller chercher pour des projets de mécénat ou de sponsoring. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que je ne vous ai pas endormi. C'est vrai que c'était assez dense, donc on aura beaucoup de points à revoir ensemble. Les dates, en tout cas, qui ont été notées sont celles du 21 octobre, 24 novembre et 14 décembre, sous le contrôle de Renaud. Je ne sais pas si tu es là, Renaud. Il a dit qu'il écrit dans le chat, c'est parfait, ouais. Voilà. Ah d'accord, bon, tant pis. Et donc du coup, pour rappel, il y aura 3 jours en fait où on sera ensemble en présentiel, je serai parmi vous, et on verra effectivement dans un premier temps comment, donc il y aura peut-être des notions à revoir techniques si vous en avez le besoin, et puis on va approfondir ces dispositifs de mécénat. Le micro de... Alors, excusez-moi, Catherine, Oui. Le 24 novembre, je ne pourrai pas être là parce que je commence ma formation. Ça sera 2 autres personnes qui seront là. Très bien. Je dis à Renaud qui prendront la main et en espérant. Donc, j'avais demandé à Renaud de savoir si c'est possible d'enregistrer parce que moi, j'ai besoin d'écouter. Ah, ça va être long parce que si on est sur 7 heures, 6 heures par jour, ça va être un peu long. J'ai tellement peur qu'on me rebalance pas l'info que ça, c'est pas méchant. Mais... Bon, j'aurai une attention particulière en fait pour la restitution, qu'ils vous fassent une restitution la plus complète possible. Donc sur ces 3 jours, en fait, l'idée c'est vraiment de vous donner des outils. Pour moi, vraiment, c'est pas du tout faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce que je déteste, c'est faire des cours comme ça. Mais c'est vraiment échanger et vous aider à avoir vos propres outils. Vous donnez moi mes retours d'expérience que j'ai à la fois du monde entrepreneurial,
et à la fois des porteurs de projets que j'accompagne. Donc, je vais vous donner en fait l'ensemble des clés que je donne aussi à mes clients. Et c'est voir en fait un petit peu aussi, je vous donnerai des illustrations de chefs d'entreprise qui parlent mieux que moi de pourquoi en fait ils souhaitent s'inscrire dans cette logique de mécénat ou de sponsor. Et c'est essayer vraiment pour vous de lever les freins qu'on peut avoir et d'essayer d'être le plus à l'aise possible et de trouver en tout cas la ressource quand vous partez en fait le 14 décembre. Bon, après, c'est vrai que ça commencera le 1er janvier, mais que vous ayez en tout cas l'envie et l'outil nécessaire et l'énergie pour pouvoir faire cette démarche qui est quand même assez lourde, en tout cas, qu'il faut vraiment suivre, qu'il faut nourrir, qu'il faut faire rebondir. C'est une démarche commerciale. Ça, vous m'entendrez souvent le dire, mais je préfère vous parler avec ces mots-là qui sont plus efficaces en termes de négociation, en tout cas, aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore quelques minutes? Est-ce que vous aviez des questions justement par rapport au déroulé? Donc, en principe, on est sur un format de journée. Au niveau du déjeuner, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, ça, il faudra que je demande avec Renaud si on déjeune ensemble. Et puis, donc, en fait, ce sera vraiment plutôt sous forme d'atelier. Donc, n'hésitez pas à apporter ce que vous avez déjà fait, peut-être qui va présenter votre association pour qu'on puisse vraiment travailler concrètement sur ce que vous faites et sur ce que vous pourriez proposer en fait à des futurs mécènes. Pour ma part, moi, je vous apporterai aussi des livrets d'exercices où on pourra travailler ensemble dessus et avec également des supports d'exemples, notamment de conventions de partenariat, de comment en fait organiser sa grille de prospection, enfin toutes sortes d'outils en fait qui devraient vous aider dans la suite pour lever vos fonds et trouver vos partenaires. Je pense que j'ai vos adresses mail, donc dans la foulée, je vais vous envoyer cette présentation. Et puis n'hésitez pas, si d'ici le 21 octobre, vous avez des questions, à me les poser. Et voilà, donc vous aurez toutes mes coordonnées également. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Mais c'est pas trop facile, parce que du coup, c'était vraiment descendant, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Mais... Ça nous met dans le bain, c'est une bonne introduction. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Ça va faire une grosse réflexion là. On est là. Merci pour ce beau. Et je vois que la réunion est enregistrée. Est-ce qu'on aura l'occasion de pouvoir la revoir ou pas? Vous voulez? Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que. Pareil pour le PowerPoint, ça a peut-être déjà été demandé ou dit. Le PowerPoint, je vous l'envoie tout de suite là dans la. Ah, super, merci beaucoup. Super. Merci. Voilà. Merci. Passez à tous une bonne journée et bonne continuation et à très vite. À très vite. Au revoir. Merci. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.